Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous m'entendez, ce qui est la première bonne nouvelle de la soirée et ce qui va me permettre d'emblée de m'inscrire en faux contre le pessimisme qui m'est prêté, puisque au moins la technique fonctionne. Donc, tous mes voeux, merci d'avoir bravé le froid pour venir m'écouter. L'idée du professeur de Bettini qui a eu la gentillesse de m'inviter, c'était d'essayer de faire un point au début de cette année sur finalement ces grandes ruptures qu'on voit arriver un peu partout dans notre monde. Des ruptures évidemment économiques. Nous sommes au cœur d'une des plus grandes crises du capitalisme, au cœur également, parce qu'elle n'est pas derrière nous, de la crise de l'euro. Des ruptures géopolitiques, on le voit en Asie avec la tension entre la Chine et le Japon. Des ruptures technologiques, pensons par exemple à l'énergie et au gaz de schiste qui entraînent déjà des révolutions considérables sur le prix du gaz aux États-Unis, mais qui derrière sont porteurs d'évolutions économiques et géopolitiques immenses, puisque les États-Unis vont être exportateurs d'énergie à partir de 2015 et que leur relation, leur dépendance au Moyen-Orient sera très atténuée. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de penser ces grandes ruptures? C'est finalement le problème des dirigeants politiques, c'est aussi le problème des citoyens pour essayer de conduire leur vie ou de comprendre ce qui se passe, parce que ça n'est qu'à partir du moment où on arrive à comprendre et analyser le monde dans lequel nous vivons qu'on peut espérer prendre des décisions qui soient rationnelles et efficaces. Alors c'est Chateaubriand qui disait que dans chaque période historique, on trouve un esprit principe. Et il ne fait pas de doute que l'esprit principe des temps dans lesquels nous vivons, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est le produit de 4 grandes tendances, de 4 grands mouvements. Le premier, c'est l'universalisation du capitalisme. Le capitalisme a démarré donc au XVIe siècle. Il a progressé, mais il n'a jamais englobé tous les hommes de la planète. Or, c'est le cas aujourd'hui. Nous avons eu, bien sûr, des phases d'accélération de cette expansion. Il y en a eu à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Mais le capitalisme ou l'économie de marché avait toujours été contesté par des modèles alternatifs ou des pans entiers ou des continents qui n'étaient pas engagés dans cette économie de marché. Aujourd'hui, je vais y revenir, la totalité des hommes de cette planète vivent dans ce système, même s'ils sont à des endroits très différents. Le deuxième grand mouvement, c'est évidemment une nouvelle révolution technologique. On pense toujours aux révolutions des technologies de l'information, elles sont effectivement majeures, mais je rappelais tout à l'heure qu'il y a aussi la révolution de l'énergie qui est fondamentale. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se réindustrialiser à partir de la flexibilité du travail et de la baisse du coût de l'énergie. Aux deux bouts du spectre, les gaz et les hydrocarbures non conventionnels d'un côté et les énergies renouvelables de l'autre, qui déstabilisent de toute manière les modèles habituels qui étaient fondés sur l'idée que l'énergie serait toujours de plus en plus coûteuse, de plus en plus rare, et avec par ailleurs une tarification qui serait fondée sur ce qu'on appelle le prix marginal, c'est-à-dire le prix de l'unité d'énergie en plus à produire. Aujourd'hui, si on a du renouvelable qui devient économiquement viable, eh bien le coût marginal du solaire, en tendance, il est nul une fois que l'installation est... Donc vous voyez que ça remet en cause beaucoup de choses. Troisième élément qui est là encore important, la multipolarité. Ce capitalisme, il a vécu au XIXe siècle avec la réassurance du Royaume-Uni, qui était le centre financier, mais aussi le réassureur du système avec la livre sterling. Et au XXe siècle, après l'épisode de double commande désastreuse des années 30, le XXe siècle a été réassuré par les États-Unis, notamment évidemment la deuxième partie du XXe siècle, cette période de grande expansion, avec l'Europe et le Japon sur 2 strapontins. Aujourd'hui, ce monde-là est fini. Nous avons bel et bien
une réassurance qui est multiple. Les États-Unis restent la première économie du monde et encore pour l'heure de très loin, mais ils n'ont plus seuls les moyens de gérer les risques et les chocs sur le système, et nous en avons eu la démonstration depuis 2007-2008. Et le dernier élément de ce monde, la quatrième force, c'est que ce système, donc capitalisme universel et technologie, ça rassemble plutôt avec la mobilité, la capacité à à transporter de plus en plus vite, voire en temps réel, de l'information, des capitaux, des biens, des services, des personnes. Le capitalisme, c'est un système économique global. Et en revanche, la multipolarité est le dernier élément. Ça, ce sont des forces de segmentation. Le dernier élément, c'est l'hétérogénéité des valeurs et des institutions. C'est-à-dire que dans ces grands pôles que nous voyons émerger, nous avons bien sûr les États-Unis. L'Europe est déjà sur un mode extrêmement différent. Mais si nous regardons, y compris la fausse catégorie de ce qui a été appelé longtemps les BRICS, avec Chine, Inde, Brésil, Russie, et puis l'autre S étant l'Afrique du Sud pour South Africa, en réalité, ces pays n'ont strictement rien à voir. Si je prends les institutions politiques, j'en ai deux qui sont des démocraties, Brésil et Inde. Ces fameux grands pôles qui vont devoir s'entendre pour essayer de réguler un peu ce nouveau monde, eh bien, obéissent à des valeurs qui sont très différentes. Je vous donnerai simplement un exemple. Donc, aujourd'hui, il y a dans toute une partie du monde émergent des gens qui pensent que les valeurs de l'Europe, qui sont des valeurs de solidarité, des tentatives de respecter davantage l'environnement, eux ont une vision très différente en disant ben, s'il faut choisir entre la croissance, l'environnement et la solidarité, nous, la valeur qu'on choisit, c'est la croissance. Et ensuite, vous pouvez faire d'autres choix, mais nous, c'est ce qui nous... c'est notre priorité. On a vu que ça donnait Copenhague avec l'incapacité du coup à trouver des accords environnementaux parce que les valeurs, les objectifs, les priorités étaient tout à fait différents. Alors ce monde, il est aujourd'hui évidemment en crise, avec trois crises qui se télescopent, la crise de la mondialisation, la crise de l'Europe et puis la crise de la France. Le mot de crise vient de crisis en grec, c'est le moment de la maladie où on va vers la disparition ou la guérison. Et dans toutes les crises, il est bien vrai qu'on a un monde qui meurt et un monde qui naît. On a aussi des crises qui sont limitées, il y en a beaucoup, et puis des crises qui sont majeures comme celle que nous traversons et qui marquent des ruptures historiques. Et dans le temps qui est le nôtre, c'est vrai que c'est la fin du monopole que l'Occident avait sur l'histoire du monde depuis la fin du XVIe siècle. C'est la fin de la suprématie absolue des États-Unis qui a marqué le XXe siècle. Pour l'Europe, ce sont aussi des temps très difficiles. Et puis c'est la fin de la norme du capitalisme dérégulé qui avait émergé à la fin des années 70 et qui a dominé jusqu'aux grandes secousses de 2007 et 2008. Et à la fois pour ce monde et pour ces crises, c'est vrai que nous sommes rentrés à des moments qui sont assez décisifs. Pour la mondialisation, cette crise, je vais y revenir, mais fondamentalement, c'est ce que Irving Fisher, qui vivait donc aux États-Unis dans les années 30, avait analysé comme une déflation par la dette, c'est-à-dire qu'on a laissé gonfler à partir d'une politique monétaire trop expansionniste d'énormes bulles spéculatives. Quand elles éclatent, tout le monde doit se désendetter en même temps, c'est-à-dire les États, les banques, les entreprises et les ménages. Quand tout le monde se désendette en même temps, c'est une spirale à la baisse des prix, des salaires, des profits, des revenus, et ça donne une grande déflation type années 30 si on n'arrive pas à l'interrompre. Donc il est bien vrai qu'on a tiré les leçons des années 30 et qu'on l'a interrompu en sauvant les banques, c'était la préconisation d'Irving Fisher, en soutenant la demande avec un plan keynésien à l'échelle de la planète et en évitant le protectionnisme grâce au G20. Mais en même temps, il y a des séquelles de ces interventions qui sont énormes, et parmi ces séquelles, il y a séquelles financières, la dette publique, séquelles économiques, le chômage et la pression sur les entreprises et les faillites d'entreprises dans le monde développé.
Donc nous sommes à un moment décisif parce que nous avons géré la première vague avec, j'allais dire, les leçons des crises du XXIe siècle. Mais maintenant, nous sommes dans un environnement qui est neuf parce que nous avons toujours des problèmes de sous-compétitivité, des problèmes de surendettement, des problèmes de chômage. Et nous ne pouvons plus les régler avec la politique conjoncturelle parce que, si on, par exemple, pour les pays développés, la dette est passée de 75 à 105% de leur PIB. Donc il est clair qu'on ne peut plus faire de dépenses budgétaires à partir de ce niveau-là. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et là, nous sommes sur un terrain qui est tout à fait neuf. Terrain neuf aussi pour l'euro. Pourquoi ? Bien parce que quand on regarde l'histoire, il y a eu 2 tentatives d'union monétaire qui ont échoué. L'Union latine en 1865, qui a laissé les pièces d'or que vous pouvez encore, ou d'argent que vous pouvez encore aujourd'hui acheter pour les formats. Mais l'ambition d'une monnaie universelle avait été refusée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et l'Union latine, donc en fait, est morte progressivement. Dans la réalité, dans son ambition originelle, elle est morte avec la guerre de 1870. Et puis elle a survécu, mais juste pour le format des pièces, jusque dans les années 20. Deuxième échec, 1933, le bloc or, qui a rajouté de la déflation à la déflation en rattachant les monnaies de la France et d'un certain nombre d'autres pays à l'or. Et donc, nous devons gérer par ailleurs tous ces problèmes au sein d'une union monétaire avec une monnaie unique qui est la 3e tentative d'union monétaire. Et puis pour la France, il y a aussi un moment clé. Pourquoi ? Parce que en 2013, nous fêtons un anniversaire singulier, c'est-à-dire que c'est le 40e anniversaire de déficit public, puisque le dernier excédent budgétaire remonte dans notre pays à 1973. Alors, on ne peut pas évidemment juger un pays et le ramener, y compris sur le plan économique, simplement au déficit, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement singulier. En tout cas, ça fait de la France une exception par rapport aux autres pays. Donc, quand on regarde ce tableau, on voit bien que tout le monde est aujourd'hui amené à devoir réfléchir au modèle. Le modèle de la mondialisation, puisque la mondialisation dérégulée est morte. Le modèle de l'Europe, puisque les institutions de Maastricht ont fait la preuve de leur caractère insoutenable. Et puis le modèle économique et social français, parce que lui aussi a fait la démonstration qu'il ne fonctionnait pas. Et j'y reviendrai, que si on ne le modifiait pas en profondeur, la France allait non seulement voir son déclin s'accélérer, mais sans doute être au cœur du prochain choc financier sur la zone euro. Donc je voudrais reprendre avec vous ces 3 éléments. La mondialisation, ses risques et la manière d'essayer de les gérer dans cette nouvelle zone inconnue. L'Europe, avec ce point décisif entre intégration et éclatement, et la manière d'essayer ensuite de faire repartir la France du bon pas et d'essayer de voir comment on pourrait l'amener à conduire le même genre de politique de réforme qui ont été conduites en Europe du Nord avec l'Allemagne ou la Suède, ou aujourd'hui en Europe du Sud avec l'Italie ou l'Espagne, également ailleurs dans le monde avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Canada. La mondialisation, donc, vous savez qu'il y a beaucoup de livres qui ont expliqué que la mondialisation était heureuse ou malheureuse, donc bénéfique ou satanique. Je pense que ces livres partent d'un point de vue erroné. La mondialisation, on ne doit pas la juger avec des critères moraux ou avec des idées de bonheur ou de malheur. C'est un fait historique, donc comme tout fait historique, il faut essayer de le comprendre, de l'analyser pour voir où il va et comment on peut peser sur lui. La mondialisation, elle a démarré en 1979, qui est une année clé et à mon avis sous-estimée par les historiens. Pourquoi ? Parce que c'est le point de télescopage de 6 événements majeurs qu'à l'époque, à peu près personne n'a perçu, et en tout cas, on ne pouvait pas les relier entre eux. Mais c'est l'invention de ce qui est aujourd'hui le XXIe siècle. Pourquoi ? D'abord, aux États-Unis, Paul Volcker, le changement complet de la politique monétaire américaine, mais surtout la prise de pouvoir des banques centrales sur la conduite de la politique économique dans les pays développés. Ensuite, l'élection de Mme Thatcher, ça va donner ensuite, ça ouvre le moment des politiques de libéralisation, non seulement dans les pays développés, mais ensuite ce sont des politiques qui seront aussi utilisées, notamment lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, élection de Jean-Paul II,
c'est le début de la fin de l'Union soviétique. Enfin, les 4 modernisations de Deng Xiaoping, à l'époque, on ne sait pas trop ce que ça va donner, si c'est juste une technique pour prendre le pouvoir et éliminer les maoïstes. C'est le début des 30 glorieuses de la Chine. Et enfin, dernier élément, et nous en avons encore la traduction dramatique aujourd'hui en Algérie, c'est la révolution iranienne de 79, qui à l'époque est comprise par la plupart des analystes comme une manifestation supplémentaire de la poussée des soviétiques vers les mers chaudes, alors que c'est le retour de la religion au cœur de l'histoire des hommes, et puis de la réapparition de l'islam comme une force qui va devenir une force non seulement religieuse, mais politique, et qui a pesé depuis très fortement sur la géopolitique mondiale. Tout ceci chemine dans les années 80, et ensuite on a une deuxième phase de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation triomphante ou de la mondialisation galopante, c'est 89-2001. Pourquoi ? Parce que la chute de l'Union soviétique permet l'universalisation du capitalisme, il n'y a plus de modèle alternatif au marché, les frontières tombent, le mouvement des hommes s'accélère, d'autant que toute une série de technologies apparaissent. C'est donc le moment triomphant, et ensuite la mondialisation rentre dans une phase de troubles, de secousses qui vont être de plus en plus fortes à partir de 2001. Secousses géopolitiques, les attentats du 11 septembre. Ensuite, une crise potentielle qui est enrayée par une politique monétaire très expansionniste aux États-Unis. Et puis, les guerres en chaîne d'Irak et d'Afghanistan, dans lesquelles les États-Unis vont investir 1400 milliards de dollars. Et puis, évidemment, le krach de 2007-2008. Donc, troisième phase, la phase des turbulences. Au fil de tous ces 3 phases, il y a quand même une ligne directrice. La ligne directrice, elle est très claire. C'est le grand décollage des pays du Sud. Et à l'inverse, la perte de la maîtrise du monopole du capitalisme par le monde dit développé. On ne peut plus dire le monde industrialisé, puisque je rappelle que les pays du Sud font 52% de la production industrielle. Donc aujourd'hui, les choses ont changé de manière extrêmement spectaculaire. Aujourd'hui, donc, ces pays qu'on appelle les pays émergents ou les pays du Sud réalisent donc 52% de la production industrielle, 48% des exportations. Ils disposent de 80% des réserves de change. Ils représentent déjà 34% de la demande mondiale contre 27% pour les États-Unis. On a vu émerger une classe moyenne de 1 milliard d'hommes. Ils seront 2,5 milliards entre 2025 et 2030. Et l'écart entre le Nord et le Sud s'est réduit d'un tiers depuis les années 90. Donc finalement, on peut dire que la mondialisation a réussi ce que les tiers-mondistes avaient toujours rêvé et toujours échoué à réaliser, c'est-à-dire le décollage du Sud. Et c'est un décollage qui concerne tous les continents, alors pas au même degré mais prenons l'exemple de l'Afrique, qui est souvent considérée en France comme un continent perdu pour le développement et la démocratie. L'Afrique a un taux de croissance de 5,5% depuis 2000. En moyenne, y compris les zones en guerre, en crise, les pays, les nations effondrées, les États qu'ils sont aussi. En 2013, la croissance de l'Afrique sera de 6,2%. Donc, ça montre bien et il y a maintenant une classe moyenne de 100 millions de personnes en Afrique avec un développement endogène extrêmement fort. C'est le deuxième marché pour les télécommunications après l'Asie dans le monde. Donc, vous voyez que ce développement a notamment permis de casser pour l'Afrique la fatalité du sous-développement qui était que la population croissait plus vite que l'économie. Et ça, aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 12 ans que ça n'est plus vrai. Le développement, il a aussi gagné des pays au-delà des fameux BRICS comme la Turquie, le Mexique, évidemment l'Indonésie, la Malaisie, donc le Vietnam. Donc c'est un développement qui innerve aujourd'hui la quasi-totalité de la planète, avec, en revanche, et c'est très important, d'énormes difficultés pour les pays dits développés ou les pays du Nord, qui, eux, sont bousculés, parce que, de fait, ils étaient les rentiers du capitalisme, ils en ont beaucoup bénéficié, et ils ont perdu en production, en capacité d'innovation, en capital humain,
Ils ont par ailleurs des charges extrêmement importantes liées à leurs États-providence. Et donc, ils se retrouvent dans une situation difficile. Aux États-Unis, qui ont une responsabilité majeure pour la crise, la situation est en train de s'améliorer aujourd'hui parce que les entreprises américaines sont profitables. Quand on prend les 500 premières, elles ont plus de 1300 milliards de dollars de réserves de trésorerie aujourd'hui. Les banques et les assurances sont restructurées. L'industrie repart avec la diminution du coût du travail et puis l'énergie à bas coût. Les ménages américains se désendettent et depuis la première fois en 2012, ils ont revu leur patrimoine qui a commencé à augmenter, l'immobilier est stabilisé. Donc, il reste aux États-Unis un problème majeur qui est le fameux problème budgétaire, avec néanmoins des capacités quand même de réaction si la classe politique américaine revient un tout petit peu à la raison, puisque le taux d'imposition aux États-Unis, c'est 25% du PIB contre 35% pour les pays développés et un peu plus de 40% en Europe et soit dit en passant 52% en France. Donc, c'est vous dire que quand vous êtes à 25%, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la capacité à augmenter les impôts et à augmenter les impôts des riches qui quand même disposent de 20% du revenu et 24% du capital du pays sans empêcher leur capacité à entreprendre et à innover. Dans le monde développé, deux grands malades, le Japon et l'Europe. Donc l'Europe, ce sera mon deuxième point, mais je voudrais vous parler un peu du Japon qui, en France, est, à mon avis, terriblement sous-estimé et mal connu. Et qui peut préfigurer par certains côtés ce qui pourrait arriver à l'Europe. Le Japon, depuis 1990, a une croissance à peu près nulle, 0,2 à 0,3%. C'est un pays où la population diminue et où la richesse par habitant ne se maintient que par la diminution de la population. Ce qui est donc une situation qui est quand même assez instable. C'est un pays dont la dette publique est de 240% du PIB, dette publique plus privée, 400% du PIB. Donc, ça tenait pourquoi ? Ça tenait parce que cette dette était portée à 95% par les Japonais et que le Japon est finalement un système assez clos. Et la deuxième condition pour que ça tienne, c'est que depuis 1980, le Japon avait des excédents commerciaux et des excédents courants avec les services en plus qui étaient très confortables. Aujourd'hui, ces facteurs ont disparu. Avec le vieillissement de la population, le taux d'épargne est en train de diminuer assez nettement. Et par ailleurs, avec le problème de l'énergie post-catastrophe de Fukushima et arrêt du nucléaire, avec les représailles de la Chine sur l'automobile japonaise et sur aujourd'hui, le Japon est en déficit commercial, il est en déficit courant. Et donc, aujourd'hui, il y a un risque qui est très important et qui est un risque aggravé par les tensions avec le Japon, entre le Japon et la Chine d'un côté, la Corée du Sud de l'autre. Il faut voir que l'Asie est un continent où les problèmes qui avaient conduit aux guerres mondiales de l'Europe et au suicide de l'Europe au XXe siècle, ces problèmes existent toujours et les contentieux de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais été purgés en Asie. C'est quelque chose qu'il faut avoir tout à fait présent à l'esprit. L'Europe, je vous en dirai, j'en reparlerai par la suite. Mais donc, il faut bien voir que le Japon est effectivement en grand danger. Donc, quand on fait ce panorama, on s'aperçoit que la mondialisation, elle se caractérise par l'absence de découplage. Donc, nous avons des risques qui sont des risques globaux, des risques qui sont évidemment financiers, industriels, voire Fukushima, des risques géopolitiques. Aujourd'hui, on en a de trois ordres. L'islam, voir ce qui se passe Mali, Algérie, le nationalisme en Asie, je viens d'en parler, et puis le problème de l'Iran et des armes de destruction massive. Donc, des risques géopolitiques, des risques environnementaux, des risques sanitaires, des risques technologiques autour Et ces risques sont interconnectés. Donc, ils peuvent interagir entre eux, voire par exemple l'utilisation du web par les groupes terroristes. Donc, c'est ça qui est extrêmement difficile. Et en face, nous avons des politiques
qui sont des maillons faibles. Pourquoi? Parce que la politique reste essentiellement entre les mains des États-nations, et j'allais dire surtout en période de crise. Prenons l'Europe, qui était le continent le plus intégré. La crise a déclenché des renationalisations massives des politiques, et pas seulement des politiques économiques. Là-dessus, nous avons donc un vieillissement généralisé. La Chine sera un pays qui sera vieux avant d'être riche. Et donc, vous voyez qu'en termes de leadership politique, il y a l'attachement à l'État-nation d'un côté, et puis il y a cette grande configuration où les moyens de puissance sont de plus en plus dispersés, parce que avec la croissance des pays du Sud, il y a des capacités d'intervention financière et économique qui, évidemment, vont du côté du Sud. Mais le leadership, lui, il se dilue. Pourquoi? Parce que ceux qui en avaient l'expérience n'en ont plus les moyens, c'est les États-Unis, et ceux qui en auraient sans doute les moyens, au moins pour y participer comme la Chine, n'en ont pas l'expérience, parce que la Chine n'est pas du tout un pays coopératif, et n'entend pas l'être, c'est-à-dire que la Chine, pour l'instant, est très claire sur le fait que les moteurs de son développement, c'est croissance à tout prix, nationalisme et revanche sur l'Occident. Et pour l'instant, ce sont ça les moteurs de la réussite chinoise. Donc ça explique, et il y a une traduction concrète, c'est que quand on regarde toutes les grandes négociations qui ont été engagées dans le monde depuis 2000, les négociations sur le commerce, les négociations sur la finance, les négociations sur l'environnement, on a discuté, mais aucune n'a vraiment abouti. Il n'y a pas forcément eu des clashs, mais on n'a aucun accord important qui ait été signé, et je pense pour les raisons fondamentales que je viens de vous expliquer. Alors, deuxième temps, venons-en à l'Europe, qui est le continent faible de cette mondialisation. Donc, l'Europe a été l'épicentre de la crise des risques souverains. Et contrairement à ce qui a été beaucoup dit, je pense que c'est pour de bonnes raisons. Parce que c'est un continent qui est vieillissant, qui va perdre des dizaines de millions d'habitants d'ici à 2050. Un continent dont une partie était très sous-compétitive. Si on prend un pays comme la France consomme 10% de plus que ce qu'elle produit. C'était aussi le cas de pays, évidemment, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup de pays qui se sont engagés dans des modèles économique de développement par la dette, où on s'endette pour consommer et importer, mais ça n'a forcément qu'un temps. Un problème très important de financement des États-providence, qui est directement lié avec ce qu'on appelle les engagements hors bilan, qui sont quand même importants. En Europe, on considère que les engagements pour la santé, c'est 250% du PIB européen. Les engagements pour les retraites, c'est autour de 400 à 440% du PIB de l'Europe. Si on les considère comme des engagements hors bilan, au sens de ce qu'on fait pour une entreprise. Donc, ce sont des charges qui sont considérables. On avait des cas pathologiques. En Grèce, ça tenait c'était pratiquement 800% du PIB pour les retraites. Donc, mais là encore, ça n'a qu'un temps, et on voit le résultat quand ça craque. Et puis enfin, une monnaie surévaluée et une monnaie fondée sur des principes qui n'étaient pas les bons. Donc il est assez normal que quand, après ce moment que je vous ai décrit de réassurance de ce choc déflationniste pour éviter la répétition de la crise des années 30, quand on a commencé à se poser la question des séquelles en termes de dette, de chômage, de capacité de croissance, eh bien, il est assez logique que les marchés aient mis en tête de leur agenda la situation de l'Europe, parce que la situation conjoncturelle était mauvaise, on avait un grand écart entre le nord et le sud, et puis on avait des problèmes fondamentaux sur la construction politique de la monnaie unique. Donc, on est bien passé d'un choc financier sur les dettes publiques à un choc économique, puisque c'est le seul continent qui connaît ce que les économistes appellent un double dip, donc un double plongeon. Nous avons eu la récession en 2009. En 2012, la zone euro aura une croissance de moins 0,4 et en 2013 de moins 0,1 ou moins 0,2. C'est le seul endroit du monde où ça s'est produit. Donc, il y a avec un chômage de 11,8% du PIB contre 7,8% aux États-Unis et au Royaume-Uni aussi, par exemple. Donc, un problème de croissance, un problème de chômage,
un problème de dette, alors qui est moins... la dette est moins importante qu'aux États-Unis. Elle est à 92% du PIB contre 103% aux États-Unis. Mais le problème de la dette, c'est que quand vous regardez la dette, vous regardez aussi la capacité à la rembourser, c'est-à-dire la croissance potentielle. Et en Europe, entre la population qui décline et quand vous regardez l'efficacité des facteurs de production, eh bien, il y a une vraie question qui se posait. Donc c'est pour ça que nous avons ce choc en termes d'abord conjoncturels et de cycle économique. Le deuxième problème, c'était donc du financier, on est passé à l'économique, et de l'économique, on est passé au politique. On est passé au politique. Pourquoi ? Parce que on s'est aperçu que les principes qui ont présidé à la constitution de la monnaie unique ne sont pas soutenables. À partir de l'expérience de ces deux unions monétaires qui ont explosé, donc l'Union latine et puis le bloc or, les économistes ont réfléchi et donc on a 5 conditions pour arriver à avoir une zone monétaire dite soutenable. C'est une union monétaire donc qui soit viable. Il faut un gouvernement économique parce qu'il faut une capacité politique à réassurer les chocs externes ou internes. Il faut une banque centrale qui soit un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qui ait la capacité à pouvoir financer les États ou les banques qui se trouveraient en défaut potentiel. Il faut une solidarité entre les zones très productives qui vont bien et les zones moins productives qui vont mal. Il faut une responsabilité budgétaire et il faut une mobilité des facteurs de production. Quand on regarde Maastricht, aucune de ces conditions n'existait. Puisque Maastricht, pas de gouvernement économique, interdiction pour la Banque centrale européenne d'être un prêteur en dernier ressort, interdiction de ce qu'on appelle le bail-out, c'est-à-dire de venir au secours d'un État qui irait mal, pas de vraie responsabilité budgétaire. On a cru que ça se ferait par les critères, mais les États sont très vite mis d'accord pour ne pas les appliquer, voire tricher largement sur les données statistiques comme en Grèce. Et mobilité du capital, ça existait, mais parce que ça existe à peu près partout dans le monde. En revanche, très faible mobilité du travail et pas mal de barrières au grand marché, notamment dans le secteur des services. Donc, c'est ça qui rendait l'éclatement possible. Alors, là où l'année 2012 a été décisive, c'est qu'on a progressé à petits pas dans le désordre, avec beaucoup de cafouillage, beaucoup de tensions, notamment entre la France et l'Allemagne. La crise de l'euro n'est pas derrière nous, mais le risque systémique d'éclatement de l'euro a diminué. Pourquoi ? Parce que gouvernement économique, surtout avec les Britanniques qui prennent leur distance, on voit émerger un gouvernement de la zone euro à 17. Il y a une vraie révolution de la Banque centrale européenne grâce à Mario Draghi qui a pris le contre-pied de Jean-Claude Trichet. Et donc maintenant, avec ce qu'on appelait les différents programmes, dont le dernier OMT pour les États, on a LTRO pour les banques, on a bien en fait une banque centrale qui finance de manière illimitée les banques et les États à condition qu'ils demandent l'aide. Et évidemment, c'est une aide conditionnelle, mais le fait qu'il n'y ait pas de limitation de montant et de durée casse la spéculation, parce que vous ne pouvez pas partir dans ces conditions pour déstabiliser des banques ou des États. Les taux d'intérêt ont baissé et on sent qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de faire baisser également l'euro. Sur la stabilité, et puis donc le mandat de la Banque centrale européenne a glissé de la stabilité des prix, lutte contre l'inflation, à la stabilité financière. Sur la solidarité, on a maintenant un mécanisme européen de stabilité qui peut intervenir à hauteur de 750 milliards d'euros. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même déjà une force de frappe convenable. Le traité budgétaire a été passé. L'union bancaire est le début pour réassurer parce qu'on a vu du coup des mouvements de fuite de capitaux très importants dans les pays du Sud. Donc l'union bancaire permet à la fois de jouer sur la stabilité et de permettre une mobilité des capitaux, mais une mobilité qui soit raisonnable et économique, et pas une mobilité qui soit une fuite devant des risques pays. Et enfin, la mobilité des hommes, elle progresse sous la contrainte de la crise. Les Turcs, le mouvement de l'Allemagne est un pays intéressant de ce point de vue-là. Donc, quand on regarde le flux de la population turque, c'est un flux net de retour vers la Turquie. À l'inverse,
Au premier semestre 2012, il y a eu 440 000 entrées en Allemagne pour des séjours durables. Et là-dedans, il y en a 330 000 qui sont des jeunes Européens. Donc, et qui viennent d'Espagne, du Portugal, de Grèce, voire d'Italie. Donc aujourd'hui, on voit que cette mobilité est une mobilité sous la contrainte qui va poser des problèmes, notamment à un pays comme l'Espagne, qui est un pays dont la démographie est en train de s'effondrer. Et si par ailleurs une partie importante de la jeunesse qualifiée part, eh bien, ça va clairement poser des problèmes de développement. Mais je rappelle que le taux de chômage des jeunes en Espagne est de 50%. Donc, quand on est un jeune espagnol, on n'a pas trop le choix des armes si on veut essayer de construire sa vie. Donc, amélioration sur toute cette gamme, sur ces institutions de la zone euro. Amélioration également sur le front des pays. Quand on regarde, donc la Grèce reste dans une situation terrible puisque c'est le seul des grands pays développés qui connaît l'équivalent de la crise des années 30. Le PIB grec a diminué de 25%. Le quart, alors même s'il y a une partie importante du PIB qui relève de l'économie clandestine, c'est un choc d'une violence inouïe pour tous ceux qui ne sont pas engagés dans l'économie clandestine, notamment les retraités ou les gens qui ont des revenus fixes. En revanche, ça s'améliore nettement. L'Irlande a de nouveau accès au marché. L'ajustement irlandais est réalisé. Et les balances courantes de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal se redressent à toute allure. Aujourd'hui, l'Italie est un pays qui est en excédent primaire de son budget, qui a une balance commerciale qui est équilibrée. C'est vrai que c'est au prix d'une récession importante et d'une montée du chômage, mais on voit que l'ajustement de l'Italie est en train de se faire. L'Italie a aussi l'avantage, dans ces genres de périodes, il faut bien dire que le fait d'avoir un secteur clandestin important est un avantage, et l'Italie peut en jouer, comme d'ailleurs aussi l'Espagne. Alors l'Espagne, l'économie s'améliore, l'Espagne reste surplombée par une énorme bulle spéculative sur les banques, et comme M. Rajoy, pour des raisons politiques, ne veut pas demander l'aide européenne, tant qu'il ne la demandera pas, l'Espagne restera malheureusement plombée. Le jour où il la demande, je pense que le travail qui est fait sur l'économie espagnole peut être tout à fait payant. Donc, quand on regarde, vous voyez ce panorama européen, on peut dire que le risque systémique d'éclatement de l'euro a beaucoup diminué en 2012 grâce à la Banque Centrale Européenne et à un certain nombre de textes décisifs comme le traité budgétaire ou l'union bancaire. On a donc aujourd'hui, les problèmes de l'Europe se concentrent sur 2 points. Premièrement, l'économie, puisqu'on va quand même être encore en récession dans la zone euro en 2013. Le chômage est à 11,8 avec des taux extravagants, donc en Espagne 25% de taux de chômage pour l'ensemble, 50% pour les jeunes. Et nous avons le problème de la compétitivité avec ce divorce qui devrait se réduire, qui était la compétitivité prix et qualité de l'Europe du Nord, et à l'inverse les énormes problèmes de l'Europe du Sud, avec un double déficit en qualité et en prix, sachant que ce déficit de prix est en train de se réduire avec les réformes qui sont conduites en Italie et en Espagne notamment. Donc, premièrement, le problème de l'économie. Deuxièmement, les risques pays. Les risques pays, ils prennent des formes extrêmement différentes. Un des problèmes de la gestion de cette crise de la zone euro, c'est qu'au départ, on a voulu appliquer des diagnostics communs et donc des recettes communes à des pays qui n'avaient rien à voir. La Grèce était un pays insolvable, donc ce n'était pas un problème de liquidité, c'était un pays qui ne pouvait pas rembourser sa dette, donc on aurait mieux fait de commencer par ça. L'Irlande, à l'inverse, c'était uniquement un problème de bulle bancaire. L'économie irlandaise était compétitive. L'Espagne, c'était un problème bancaire également, et l'Italie, c'était un problème de dette qui est très élevé, 120% du PIB, mais qui est maintenu et qui est maîtrisé depuis 10 ans, mais c'était aussi un problème de leadership politique. Et c'est là où je voudrais en venir. Vous voyez qu'on a des risques pays qui sont très différents aujourd'hui. L'Italie, c'est le risque Berlusconi, mais je ne pense pas que les Italiens remettront Silvio Berlusconi en selle. C'est vrai que si les réformes Monti devaient être remises en question ou arrêtées,
là, on aurait un problème en Italie, mais je ne pense pas du tout que c'est ce qui se passera. En Espagne, on a un problème d'un leader qui fait les réformes économiques, mais qui ne veut pas passer par le mécanisme européen pour régler son problème financier. Et le pays ensuite, qui est le pays qui, à mon avis, est le plus dangereux pour le système européen, ensuite, et c'est le troisième point de mon propos, c'est la France. Alors, c'est la France, pourquoi ? Parce que la France est un pays exceptionnel par le fait que ses difficultés sont marginalement liées au choc de 2007-2008. Quand on regarde les choses, c'est bien plus de 3 décennies de déclin qui aujourd'hui s'accélèrent et qui évidemment ont été aggravés par la crise de la mondialisation et la crise de l'euro. Mais fondamentalement, nos problèmes ne datent pas de 2007-2008. Je vous en donnerai 2 exemples. Le déficit budgétaire, je vous l'ai rappelé, le dernier excédent 73. Dans tous les autres pays, on est revenu à l'équilibre. Évidemment, maintenant, il y a des problèmes de déficit et de dette, mais on n'a pas un autre pays qui est passé de 20% du PIB de dette publique à 92%, avec uniquement des accélérations et jamais de retour en arrière. De même, la dernière fois que le chômage dans notre pays avait atteint un taux de 7% de la population active, c'était en 1977. Donc, ce qui ne rajeunit personne dans cette... Et donc, c'est un pays qui, depuis les années 80, vit avec un taux moyen de chômage de 10% de la population active. Et quand on regarde aujourd'hui le chômage réel, les chômeurs, ceux qui n'ont absolument pas de travail, c'est 3,1 millions. Les gens qui recherchent du travail tout en ayant une petite activité mais pas suffisante, c'est 4,6 millions. Et quand on prend ensuite ce qu'on appelle y compris les travailleurs découragés, c'est-à-dire les gens qui ont renoncé à chercher, qui n'ont pas de travail, mais qui ont renoncé à en chercher parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont aucun espoir d'y arriver, c'est entre 5,2 et 5,5 millions. Ce qui veut dire que le taux de chômage réel en France, il est de l'ordre de 18% de la population active aujourd'hui. Et que c'est relié à quelque chose de dramatique, c'est-à-dire que nous avons maintenant 10% de la population, c'est-à-dire 6 millions de personnes, qui sont complètement en dehors du marché du travail, de la société, et qui vivent dans des ghettos complètement décalés. Ils ne vivent que des recettes des transferts sociaux d'un côté, et puis l'économie clandestine de l'autre. Mais c'est 10% de la population, c'est donc absolument considérable. Et donc, vous voyez que ceci date de très loin. Si on prend par exemple l'état de l'industrie française a perdu 2 millions d'emplois en 20 ans. Ce n'est pas le seul pays développé où on a eu de la désindustrialisation, c'est le seul pays développé où elle a pris où elle a été aussi importante. À preuve, si vous regardez aujourd'hui le poids de l'industrie dans la valeur ajoutée de l'économie, c'est 12% chez nous, c'est 22% en Italie, c'est 30% en Allemagne. Donc c'est bien la preuve que, y compris dans des pays qui sont près de chez nous, l'industrie conserve un poids qui est très supérieur à ce qui existe en France. Donc, le problème français, vous le voyez, a été aggravé par les crises, mais n'est pas lié fondamentalement à ces chocs des années 2000 ou à la crise de la zone euro. Donc le problème, il est clair. Problème de production, comme je vous le dis, on consomme 10% de plus que ce qu'on produit. Problème de compétitivité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de querelles pour savoir si c'est un problème de compétitivité-prix ou un problème de compétitivité-qualité avec une insuffisante montée en gamme. Il se trouve que c'est les deux. Si je prends l'heure de travail en France, c'est 34 € en moyenne, c'est 30 en Allemagne, c'est 26 en Italie et c'est 20 en Espagne et au Royaume-Uni. Donc on est quand même 10% plus cher que les Allemands aujourd'hui. Et donc forcément, ça se sent. Un problème de croissance, là aussi, ce n'est pas un problème de court terme. La croissance, elle était de 4,2% en 1970. La croissance moyenne est passée autour de 3 dans les années 80, de 2 dans les années 90, de 1 dans les années 2000. Et aujourd'hui, eh bien, elle est à 0, puisqu'on est en croissance 0 depuis le printemps 2011 maintenant. Donc, vous voyez que c'est un mouvement de très long terme. Et puis, il y a évidemment le problème de chômage et de dette dont j'ai parlé. Donc, c'est un problème de modèle.
un modèle économique qui est fondé sur le seul pilier, c'est la consommation, qui est financée par 33% de transferts sociaux, qui entrent dans 56% de dépenses publiques, 56% du PIB, et qui nous font une dette qui maintenant est de 92% du PIB. Et ça, il est clair que ça n'est pas soutenable parce que comme cette dette est financée à 2 tiers par des investisseurs étrangers, eh bien la France ne va plus avoir les données économiques, la croissance potentielle et la capacité à rembourser cette dette qui justifie que les investisseurs continuent à lui faire confiance. C'est un modèle aussi qui est resté très attaché à une économie fermée, administrée, dirigée par l'État, ce qui se traduit donc par ce chiffre extrêmement impressionnant de 56% du PIB de dépenses publiques, et qui finalement laisse peu de place aux initiatives des acteurs économiques, et sociaux. Donc c'est un modèle, et l'ouverture de l'économie française a diminué en réalité dans les 20 dernières années. C'est un modèle qui est aussi un modèle corporatiste, qui alimente ce que certains économistes appellent la société de défiance et qui se traduit de beaucoup de manières. Par exemple, une récente étude a montré chez les magistrats français une hostilité extrêmement impressionnante du corps social des magistrats pour à la fois ignorance et grande hostilité à tout ce qui ressemble à l'entreprise ou au marché. Bon, ça se traduit par le fait que c'est vrai qu'on a l'intervention des juges dans le droit du travail aboutit à une situation qui est totalement, qui d'ailleurs nuit aussi aux salariés, parce que quand un plan social met plusieurs années avant d'être approuvé, évidemment pour l'entreprise c'est pas une bonne nouvelle, mais le salarié généralement est inemployable, et quand on aboutit à des décisions qui soi-disant réintègrent des salariés 5 ou 10 ans après dans des entreprises, on voit bien que ça pose des problèmes considérables, et pas seulement à l'entreprise. Et du point de vue de l'état de droit, vous voyez qu'il est paradoxal qu'un des acquis de la récente négociation, ce soit de déjudiciariser les plans sociaux, parce que finalement, les magistrats français ont une défiance vis-à-vis de l'économie et de l'entreprise qui aboutit à des décisions qui sont irrationnelles. Et donc, au total, la chose la plus importante, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que finalement, plus la classe politique que les citoyens, qui je crois maintenant ont tout à fait pris conscience de la gravité de la situation, mais il y a un déni complet sur la réalité de cette situation, qui est une situation extrêmement inquiétante, et qui n'a pas seulement des effets économiques, mais des effets sociaux et des effets politiques. Les effets sociaux, c'est une chose simple. La France a gagné 1,4 million d'habitants en 4 ans. C'est une très bonne nouvelle. Sauf que le PIB, depuis les 4 dernières années, il a diminué de 1%. Donc ça nous donne un PIB par habitant qui est maintenant inférieur à la moyenne de l'Union à 27. Donc c'est une vraie spirale de paupérisation. J'ai maintenant en France, sur quand même plusieurs années, une population qui croît notablement plus vite que la croissance économique. Et bien ça s'appelle la paupérisation. Et donc il faut absolument arriver à casser ce type de spirale. Alors, mon inquiétude, du coup, vous la comprenez, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on plaque droite et gauche confondues depuis 2010, 65 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur une économie en croissance zéro, on peut, donc plus de la moitié sur les entreprises, on ne peut rien faire d'autre que l'envoyer en récession. Donc on va aller en récession en 2013, avec des problèmes de faillite d'entreprises qui sont en train d'augmenter fortement, et donc du chômage à la clé. Dans ces conditions, il n'y a pas de capacité à atteindre l'objectif de 3% du PIB de déficit public. Et puis, comme on n'a pas traité nos problèmes de compétitivité, comme nos coûts de production sont les seuls du monde développé qui continuent à augmenter pour l'instant, eh bien, il n'y a pas de bonnes nouvelles à attendre du côté du commerce extérieur. Et c'est comme, par ailleurs, on va avoir les taux de la compétitivité prix du Nord qui continuent à bien se porter et les progrès des réformes dans les pays du Sud, eh bien, on a quand même une situation, une configuration qui est extrêmement dangereuse, et ce d'autant que la France sera en 2013 le plus gros emprunteur du monde en euros, plus de 200 milliards d'euros, dont les 2 tiers à trouver auprès des investisseurs. Et si vous voulez, c'est pour ça que
aujourd'hui, notre pays vit un sursis miraculeux. Mais il faut bien prendre les deux mots. Donc un sursis, ça ne dure pas toujours, et les miracles, c'est rarement éternel. Ce sursis miraculeux, c'est que c'est en réalité un pays du Sud, sans les réformes des pays du Sud, mais qui est traité par les marchés comme un pays du Nord, puisque finalement, pour l'instant, on est à peu près traité, en tout cas, on est traité plus proche de l'Allemagne que de l'Italie. On devait ça au fait que les marchés cotaient le couple franco-allemand, mais on est en train, à mon avis à tort, de mettre en scène les différends franco-allemands et de dégrader beaucoup cette relation. On était protégé par les problèmes de l'Italie et de l'Espagne, mais tout le monde doit souhaiter que ça s'améliore. Et puis on était protégé par le fait qu'en France, il y a une extraordinaire tolérance à l'impôt et que chaque fois qu'on augmentait les impôts, les recettes finissaient par rentrer. Et je crois que cette année, ça ne sera pas le cas à cause de la récession. Donc, c'est pour ça, quand vous regardez que ce sursis miraculeux, pour moi, doit absolument être mis à profit pour faire les réformes qui sont la manière d'abord de répondre à l'inquiétude des marchés pour éviter de se trouver dans la situation de l'Italie avec des taux d'intérêt de 5 ou 6% qui nous feraient éclater très vite, et surtout pour remettre notre pays sur les rails. Et ces réformes, elles découlent de ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire à quoi faut-il s'attaquer en priorité. Eh bien, le problème de la compétitivité, le problème du rapport entre la production et la redistribution, le problème du chômage avec la libéralisation du marché du travail, et puis le problème du secteur public avec des baisses de dépenses, puisque aucun pays dans le monde n'a remis en route et rétabli ses finances publiques en faisant 100% de hausse d'impôts, comme on a fait jusqu'à présent, parce qu'on attend toujours le premier euro de baisse de dépenses. Et ça, dans la plupart des pays du monde, généralement, ils ont fait 2 tiers de baisse de dépenses et 1 tiers de hausse d'impôts. On peut peut-être faire moitié-moitié, mais en tout cas, on ne peut pas rétablir les finances publiques d'un pays uniquement par des hausses d'impôts, parce qu'à ce moment-là, il se passe ce qui est en train de se passer chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui partent parce que leur situation, pas parce que ce sont de mauvais patriotes, mais parce que leur situation est devenue intenable, et puis que pour ceux qui restent, de toute manière, et ben à partir du moment où tout est pénalisé à des taux, tout s'arrête, l'investissement, que ce soit celui des ménages ou celui des entreprises, la consommation et la production. Et à ce moment-là, on n'a même pas les recettes fiscales à mettre en face des taux confiscatoires. Alors, est-ce que ce redressement est possible? La réponse est clairement oui. Clairement oui pour 3 raisons. Première raison, on l'a déjà fait. En 1945, quand il a fallu vraiment... Je vous rappelle qu'en 1945, l'économie française était quand même dans un état, et le pays tout entier dans un état de totale décrépitude. Pour donner la mesure de l'effort qui a été fait, la France était la 4e économie du monde en 1900, c'était la 4e économie du monde en 2000. Aujourd'hui, on est tombé au 6e rang, et puis on va filer vite si ça continue. Mais pendant ce siècle, en apparence, c'est stable, mais c'est une stabilité qui est vraiment apparente, parce que si vous prenez le point bas de 1945, la France était dans une situation, alors c'était une situation aberrante où les États-Unis faisaient plus de la moitié de la production du monde, etc. Mais bon, il n'empêche que il y a eu une reconstruction extrêmement impressionnante, et surtout avec une modification complète des modèles de la société, avec l'exode rural accéléré qu'on avait longtemps différé, avec l'urbanisation. Donc c'est allé beaucoup plus loin que les modèles économiques. On a changé les entreprises, on a créé l'État-providence, on a changé la régulation, on a modernisé l'État, et on a complètement transformé le pays, ses structures et sa population et ses mentalités. Donc premièrement, on l'a déjà fait. Deuxièmement, d'autres l'ont fait. Et il faut bien voir que toutes les démocraties sont des régimes conservateurs. Ça n'est facile nulle part de faire des réformes. Et il n'y a qu'en France qu'on considère que les Allemands sont un peuple qui est appelé à défiler, et que donc quand on leur dit « Allemand, il va falloir réformer », ils se mettent à défiler derrière les réformes. Non, les réformes Schröder, ça a été extrêmement compliqué. Il y a eu des manifestants tous les lundis pendant des mois et des mois. Il se trouve que Schröder, il a sauvé son pays. Et qu'il a sauvé son pays
avec donc des réformes extrêmement vastes sur la production dans les entreprises, sur la fiscalité, sur le marché du travail, sur les retraites et l'État-providence, sur les pouvoirs et les financements entre l'État fédéral et les Länder, et que ces réformes ont été faites avec l'opposition qui tenait le Bundesrat, dont l'accord était indispensable pour les faire, et elles ont été ensuite prolongées après l'alternance par Madame Merkel. Mais les Allemands ne sont pas les seuls, les Suédois également. Alors eux ont été rattrapés par la crise beaucoup plus tôt, par la crise bancaire dans les années 90. Mais les Suédois ont baissé leurs dépenses publiques de 10 points de PIB en 10 ans et ont ramené la dette publique autour de 40 points du PIB également en 10 ans. La croissance en Suède est de 4% par an, le taux de chômage est de 7,1%. C'est un pays qui consacre 4,2% de son PIB à la recherche. Donc les Suédois ont réussi à combiner l'innovation, le retour à la compétitivité dans la mondialisation et la préservation d'un très haut niveau de solidarité. Quand on regarde Mario Monti en Italie, il en a plus fait en 13 mois que la classe politique italienne en 20 ans. Et l'Italie ne peut pas être considérée comme un pays plus facile que la France. Si on regarde le problème du divorce entre le Nord et le Sud, si on regarde les problèmes de défiance, de faiblesse de l'État, les problèmes de corruption, les problèmes par beaucoup d'aspects, c'est beaucoup plus difficile de réformer l'Italie. Et la preuve est faite que c'est possible. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, j'en ai parlé brièvement. Donc tout ceci montre que on peut réformer des pays développés. Alors simplement, je ne pense pas qu'il y ait de modèle, puisqu'il faut réformer chacun avec, j'allais dire, ses atouts. Et ça, c'est ma troisième raison pour laquelle on doit pouvoir finir par remonter ce pays. C'est que la France conserve des atouts considérables si elle arrête de les gâcher par des politiques et des modèles absurdes. Atout, la démographie. C'est le seul pays d'Europe avec l'Irlande qui renouvelle sa population. Alors évidemment, si on fait de cette démographie dynamique des chômeurs structurels, c'est négatif. Si on en fait des citoyens bien dans leur peau et des gens qui travaillent et qui contribuent au développement du pays, c'est tout à fait positif. La partie de la France qui travaille est très productive. Donc elle est faible, puisque c'est un taux d'emploi faible par rapport aux autres pays, mais ceux qui travaillent sont souvent productifs. Le capital humain est excellent, il est même tellement excellent, mais ça c'est la faute de gens comme le professeur Bettini, que notre capital humain file à l'étranger pour développer un tas de choses que les jeunes estiment malheureusement à juste raison de ne pas pouvoir développer chez nous. On a quand même 2 millions de Français à l'étranger qui aujourd'hui font la fortune évidemment de Londres, de Bruxelles et de Genève, mais aussi d'une partie de la Silicon Valley, de Hong Kong et de Singapour. On n'a jamais vu autant de jeunes s'installer. Donc c'est très bien que les jeunes Français courent ce monde ouvert. Ce qui serait bien, c'est qu'un certain nombre, par ailleurs, continuent à développer des choses chez nous, et puis qu'on ait évidemment des jeunes étrangers qui fassent le choix de venir non seulement étudier à l'INSEAD, mais de s'installer ensuite pour contribuer à développer notre pays. Et ça, pour l'instant, compte tenu de l'environnement, c'est vrai que malheureusement, ça ne peut pas être le cas. Mais donc, on a du capital humain. On a de l'épargne, si on veut bien éviter de la taxer à 60%. On a des infrastructures. On a des pôles d'excellence dans le secteur public, dans le secteur privé. On a un patrimoine, un mode de vie, une gastronomie, une culture qui font que la France est encore aujourd'hui la première destination touristique du monde. Et pour de bonnes raisons, si on arrive à développer ces atouts, eh bien, on peut très bien repartir, mais à notre manière, sachant qu'on n'importera jamais la cogestion et la capacité de la classe politique allemande à faire des compromis. On n'importera pas l'industrie allemande qui fait le tiers du PIB chez eux et qui est un choix plus que centenaire. On n'importera pas la City qui fait 40% du PIB du Royaume-Uni. Quand on regarde les services que par ailleurs elle génère, on ne peut pas penser que la place financière de Paris sera l'équivalent de la City à l'horizon du XXIe siècle. Mais on peut développer ce pays avec sa structure diversifiée,
de l'industrie, des services, de l'agriculture, qui est un vrai pôle d'excellence normalement. C'est quand même sidérant de voir que l'excédent allemand et l'excédent néerlandais sont maintenant supérieurs à l'excédent commercial français agricole. Il faut quand même s'organiser pour y arriver. Et enfin, le côté touristique. Et on a aussi une place financière qu'on peut développer dans les services qui, sans être l'égal de Londres, peut se développer sur un certain nombre de marchés. Alors pour y arriver, il faut renouveler notre système, nous refonder, nous repenser, nouer un certain nombre de pactes. Le premier pacte, c'est le pacte productif, c'est-à-dire qu'il faut retrouver le sens de la production et cesser de ne raisonner qu'en termes de redistribution. Donc ça passe à mon sens par une reconstitution de la marge des entreprises, mais c'est aussi parce que la production et la productivité, ça passe aussi au sein du secteur public où il y a beaucoup à faire. Et donc pour moi, il est parfaitement clair que les 35 heures sont insoutenables pour l'économie française. Donc il faudra en sortir vraiment d'une manière ou d'une autre. Je rappelle qu'en Allemagne, qui avait beaucoup d'accords 30 ou 32 ou même 30 heures dans l'industrie, tout le monde est repassé au moins à 38 heures dans l'industrie allemande et que la durée dans les administrations en Allemagne, la durée du travail de base, c'est 42 heures et qu'elle a été remontée pour tenir compte et relancer la production. Donc ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on en revient toujours à ce que je vous disais. Dans une économie de connaissances, une économie de services, la première création de richesse, c'est le capital humain. Donc premièrement, il faut l'attirer, évidemment éviter de le faire fuir, il faut le stabiliser et par ailleurs, il faut l'utiliser au mieux. Et l'utiliser au mieux, quand on a trop de contraintes sur la durée, même si on est productif, ce qui est le cas de toute une partie de l'économie française, eh bien, le résultat global est insuffisant. Pacte social, flexi-sécurité. Donc, le récent accord qui a été passé marque un petit pas dans la bonne direction, mais ne suffit pas à organiser un véritable compromis historique entre flexibilité de l'emploi et sécurité pour les salariés. C'est un accord défensif qui va permettre de mieux gérer la montée du chômage qui va accompagner la récession de 2013, mais ça n'est pas quelque chose qui règle les handicaps structurels du marché du travail français, notamment la segmentation et la divergence croissante entre l'hyperprotection du CDI et puis la précarisation des formes particulières d'emploi qui touchent quand même 50% de l'emploi des jeunes, soit dit en passant. Donc l'autre problème, c'est cette barrière à l'entrée pour les jeunes, pour les immigrés et pour les descendants d'immigrés qu'il faut arriver à casser. Et toujours du point de vue du capital humain, se rappeler qu'un des scandales de notre pays, c'est qu'il investit 7,1% de son PIB dans l'éducation, c'est-à-dire grosso modo 1,5 à 2 points de PIB de plus que les autres, et qu'avec ça, il forme, si je puis dire, 161 000 jeunes qui sortent chaque année sur des classes de 820 à 840 000 jeunes. Donc ça fait quand même grosso modo un cinquième. 161 000 parents sortent sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. Et cela, il est bien clair que quel avenir leur... pas seulement là, ça va effectivement beaucoup plus loin que l'économie. Dans des sociétés complexes comme les nôtres, quel avenir promettons à des jeunes qui partent autour de 16 ans, mais leur échec est déjà entre 8 et 16 ans, on les a portés sans faire grand-chose d'autre que les porter jusqu'à 16 ans, et ensuite, les laisser sans aucune forme de formation. Donc ça, il faut absolument s'attaquer, et là, Tony Miller a très mauvaise presse en France, il a fait des programmes de lutte contre la pauvreté des enfants fondés sur des suivis personnalisés des enfants en échec scolaire qui, à mon avis, mériteraient d'être un peu mieux appréciés et réévalués dans notre pays. Ensuite, il y a le pacte citoyen, enfin le pacte budgétaire, parce que de fait, il faut rétablir nos finances publiques. Donc la Cour des comptes l'a très bien dit, il y a 120 milliards à trouver en 5 ans, et sur ces 120 milliards, normalement, il aurait fallu faire
plus de la moitié, et si possible les 2 tiers, par des baisses de dépenses. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme idée? C'est qu'on est déjà allé au-delà de ce qu'on pouvait faire en matière de hausse d'impôts, et on n'a toujours pas le premier euro de baisse de dépenses. Donc maintenant, eh bien, c'est ce qui a été dit par le président de la République le 13 novembre. Il y a effectivement 50 à 60 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques à faire dans ce pays en 5 ans, mais on n'a toujours pas vu le premier euro aujourd'hui, et donc ça presse si on doit les faire dans les 4 années et un trimestre qui restent. Un pacte citoyen, moi ce qui me frappe, c'est que s'est installé dans notre pays un climat de quasi-guerre civile absolument détestable. Il y a 4 France qui ne se comprennent plus et ne se parlent plus. Ceux qui sont à l'étranger, qui vont très bien. Les 18% à peu près, la partie qui vit dans la mondialisation, c'est 18% contre 33% comme en Allemagne. On a 75% de secteurs protégés, puis on a les 10% d'exclus dont je vous parlais. Bon, ça fait 4 France qui dérivent sur des planètes qui sont de plus en plus étrangères les unes envers les autres. Alors, la classe politique, elle est arrimée au secteur protégé, c'est là que sont ses électeurs, c'est pour ça qu'elle défend la dépense et la dette publique, parce que c'est ce qui lui permet de tenir à la fois le territoire et les électeurs, mais ça laisse de côté les exclus d'un côté, et puis tout ce qui vit avec le monde moderne du XXIe siècle de l'autre, ce qui est quand même hautement problématique. Donc, ça ne se réduira pas par des climats de guerre civile où les uns appellent à la guerre à la finance et se félicitent de la haine des riches ou des entreprises, ou à l'inverse, les autres lancent la chasse aux Roms ou la haine de l'étranger et font de l'éloge des frontières l'avenir non seulement de la France mais de l'humanité. Donc ça, très franchement, ça montre le point de démagogie auquel on est parvenu. C'est certainement pas comme ça qu'on y arrivera. Donc il faut que la démocratie française se reprenne en main, qu'on accepte de reparler de nos problèmes fondamentaux, qui sont bien ceux que j'ai décrits sur la production, sur le marché du travail, sur les finances publiques et sur ce que c'est que d'être citoyen de ce pays en redonnant un peu de vision, de projet et d'espoir. Et puis le dernier, c'est le pacte européen, mais on en a déjà parlé. Et donc, comme mon temps de parole, par ailleurs, s'épuise, puisque j'avais 1h05 que j'ai essayé de tenir à peu près, je finirai donc en vous rappelant justement le professeur Bettini me parlait de Raymond Aron. Raymond Aron disait « Les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». C'est vrai de la mondialisation, c'est évidemment vrai de l'Europe, c'est aussi vrai de notre pays. Donc oui, nous sommes dans des moments de grande rupture, des moments très incertains, donc des moments de déstabilisation des démocraties. Les chocs déflationnistes, l'incertitude, nous savons tous que ça génère du populisme, de l'extrémisme, des sentiments séparatistes, des formes de guerre civile. Et ça, il faut absolument réussir à l'enrayer. Pour l'enrayer, on a des clés qui sont des clés sur la production, des clés sur les réformes, parce que c'est la réforme qui permet de créer aujourd'hui la croissance. On ne peut pas l'attendre comme on attend Godot, elle n'arrivera pas toute seule. Clé la coopération et clé la démocratie. Et c'est par ça que je voudrais finir, si vous voulez. Je pense que la grandeur de nos systèmes démocratiques, c'est quand même d'en appeler à la raison contre les passions collectives. Donc la raison chez les Grecs, c'était le logos avec cette double dimension du langage, donc du débat, et puis de la raison contre le déchaînement des passions. C'était aussi le programme des Lumières que d'essayer de prévenir l'emballement des passions collectives par la raison. Et je trouve qu'il est très dommage que notre pays, qui a été à un moment donné justement un de ceux qui, à partir du XIIIe siècle, a permis de redécouvrir l'héritage de l'Antiquité, un de ceux qui a participé au premier rang à ce moment des Lumières, que notre pays ait oublié cet héritage de la raison. Du coup, eh bien, il s'abandonne aux passions et il s'abandonne lui-même au déclin. Et par ailleurs, il se met en position de subir l'avenir au lieu d'agir et de le construire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole rapidement parce que nous avons un temps relativement court pour le débat. Qui veut, madame? Nous parlons beaucoup de notre démocratie, des naissances. Le mot m'échappe. Démographie. Démographie, merci. Nous parlons beaucoup de notre démographie. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. Et de quelle démographie parle-t-on? J'ai l'occasion de voir, y compris quand je travaillais, des populations d'immigrés, je ne suis pas contre, certes, des populations d'immigrés qui survivent financièrement en ayant des enfants pour que les allocations familiales leur permettent de vivre. Donc, est-ce que quand on fait les statistiques démographiques, ces populations qui ne sont peut-être pas françaises toutes, est-ce qu'elles sont prises dans les chiffres? Et qu'en est-il et de quelle démographie parle-t-on? Alors, la démographie, c'est la démographie sur le territoire français. Donc, on peut distinguer les Français des non-Français, parce que là, on a un critère objectif. En revanche, comme vous le savez, en France, il y a une interdiction légale de faire des statistiques ethniques. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Ce qui est vrai, c'est qu'on constate deux choses. D'abord, la démographie des immigrés qui deviennent français. Donc l'essentiel des naissances sont des naissances. De toute façon, quand on est sur le territoire français, on est français par définition. Et la démographie, d'une manière générale, des femmes immigrées rejoint assez vite la transition démographique se fait assez vite. Autrement dit, en une ou deux générations, on a des taux de fécondité qui diminuent beaucoup. Donc il y a clairement un effet qui est lié à la population immigrée, avec effectivement des femmes immigrées ou descendantes d'immigrés qui ont un taux de fécondité qui est aujourd'hui supérieur, mais l'écart n'est pas si grand que cela. Et surtout, dans la partie, si vous voulez, il ne faut pas penser que moi je suis comme vous extrêmement inquiet de cette partie de la population qui ne vit que de l'État-providence. Mais il ne faut pas croire que c'est une population forcément immigrée ou non française. Vous avez là-dedans des pans entiers de population, entre guillemets, de souche. Donc, et quand on regarde par ailleurs une statistique aussi qui est peu connue mais qui est très inquiétante, c'est que, d'une manière générale, vous avez 75% de la population dont les revenus dépendent de manière significative des revenus de transfert. Donc là, évidemment, c'est pas, il y a 100% pour 10% et important pour 75%. Et donc, faites attention au fait que quand on regarde tous ces aspects, le clivage de l'immigration est un clivage qu'il faut prendre en compte, qu'on peut prendre en compte de manière partielle parce qu'on n'a pas de statistiques qui soient suffisantes, mais qui est jamais en fait la ligne de partage généralement qui permet d'expliquer les problèmes en soi, les problèmes économiques et sociaux. Bon, il reste que quand on regarde les taux de chômage par exemple, sur les enfants d'immigrés, c'est vrai qu'on a des taux de chômage de l'ordre de 40% qui sont sans doute liés à une mauvaise intégration dans le système scolaire, mais qui sont aussi liés à des phénomènes de discrimination sur le marché du travail qui sont extrêmement importants et qu'on peut pas négliger non plus. La baisse de l'euro que vous avez évoquée peut être un moyen de retrouver de la compétitivité au plan mondial. De quoi dépend-elle techniquement? De la Banque européenne, me semble-t-il, et politiquement, peut-être surtout de l'Allemagne, qui n'y a pas trop intérêt pour l'instant, tant qu'elle conserve des excédents au plan mondial, qui diminuent, me semble-t-il. Alors, la baisse de l'euro, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté sur la gestion de l'euro, puisque théoriquement, dans le traité de Maastricht, d'abord, personne ne gère vraiment l'euro, mais en tout cas, normalement, la Banque Centrale Européenne, elle n'a pas à s'occuper de la valeur externe de la monnaie. Dans la réalité, elle l'a fait. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de système de change fixe, donc on ne peut pas dévaluer au sens où on ne peut pas passer d'une parité à l'autre. En revanche, on peut envoyer des signaux au marché selon lesquels on souhaite avoir un euro plus faible ou plus fort. Les signaux qui avaient été passés à l'époque Trichet étaient tout à fait favorables à l'euro fort et à une doctrine qui est effectivement une doctrine allemande. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous voyez, quand on regarde par exemple aux États-Unis,
rituellement, les États-Unis appellent à un dollar fort, mais ils ont quand même réussi à dévaluer le dollar de 30% depuis 2007, ce qui est un des éléments qui aide aussi à la reprise de l'économie américaine. Donc, en fait, la dévaluation d'une monnaie, ou l'exemple du Japon aujourd'hui, où le nouveau Premier ministre, M. Abe, a donné des consignes extrêmement fermes à la Banque centrale du Japon pour qu'elle accepte une baisse du yen qui est en train de s'accélérer. Donc, il y a des moyens, par des signaux envoyés au marché, pour peser sur la monnaie, sans recourir forcément à des formules très brutales, type la formule de la Chine, qui a ce qu'on appelle un PEG, c'est-à-dire un taux de change fixe avec le dollar américain. Donc voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, donc grosso modo, la logique économique voudrait que l'euro soit autour de 1,10 $. Alors, comme vous savez, on est plutôt autour de 1,30 $, même si ça... Bonjour. Moi, j'ai une question qui concerne l'énergie, en fait. Parce qu'on a parlé d'économie, mais l'économie, elle n'est pas immanente, elle est reliée à la réalité. Et le problème, l'énergie, c'est quand même la base de notre économie. La révolution industrielle, donc c'est une multiplication par 10 de la consommation d'énergie par personne dans le monde. Et la révolution industrielle, c'est vraiment l'envol de la société occidentale en termes économiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'économie ne prend toujours pas en compte les externalités de type ressources, que ça soit négatif comme le climat, mais positif comme des ressources qu'on puisse exploiter. Et en fait, par exemple, l'Europe, elle importe 70% de son énergie. Dans un monde comme celui-ci, qui va être bientôt contraint en énergie, vu que le pic du pétrole il a été passé en 2006, le pic de production de pétrole conventionnel, comment vous envisagez que l'économie va pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux? Il n'y a plus que le travail et le capital, il y a les ressources en amont, quoi. Et voilà, donc ça c'est ma question, parce que l'économie peut toujours expliquer après coup ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, là, dans les années à venir? Sur l'énergie, vous avez raison de dire que c'est un des facteurs de production absolument parmi les plus cruciaux. Donc, ce qui est en train de se passer dans l'énergie, c'est une révolution technologique impressionnante qui a mis 20 années à cheminer aux États-Unis et puis qui explose aujourd'hui. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, deux révolutions technologiques. La première, les hydrocarbures non conventionnels, et la seconde, le renouvelable. Prenez un exemple concret. On a tous vécu avec l'idée que midi, c'était un pic de consommation parce que il y avait le moment où les gens rentraient chez eux, ou en tout cas le moment du déjeuner était pour 1000 raisons un moment où la consommation... Aujourd'hui, à cause du renouvelable en Allemagne, en Europe, c'est un pic de production et plus un pic de consommation. Donc, je pense que les deux réponses à l'énergie sont les technologies. Vous parliez du pic pétrolier, mais aujourd'hui... quand on regarde, il y a plus de... Alors, il peut exister pour le conventionnel, mais il n'y a plus de vrais pics pétroliers. Personne ne parle de pics pétroliers avec la croissance des hydrocarbures non conventionnels. Là, juste une petite correction, mais le PDG de Shell a dit l'année dernière qu'il fallait mettre en production d'ici 2020 l'équivalent de 4 Arabies Saoudites pour maintenir la production en 2020. Et non, ça, c'est pas possible. L'Arabie Saoudite, c'est le plus gros stock mondial d'hydrocarbures. Si vous regardez aujourd'hui les possibilités du non conventionnel, et quand on regarde ce que vont produire par exemple les États-Unis, les États-Unis seront peut-être, en tout cas parmi les plus gros producteurs d'hydrocarbures des décennies qui vont venir. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'on est bien d'accord sur le fait qu'il y a une rareté des ressources naturelles, qu'on peut avoir des réponses technologiques, que la technologie n'est jamais la seule réponse. Il faut donc aussi des réponses en termes de comportement et de modèles et de changement des modèles. Mais là aussi, vous avez des choses qui sont quand même spectaculaires. Si vous prenez aujourd'hui, regardez les immeubles intelligents, on a maintenant, alors évidemment, le parc n'est pas composé pour l'instant, mais on a maintenant des immeubles à énergie positive, ce qui est une transformation considérable. Observons la voiture, pour le coup, un pôle d'excellence français. Renault est le leader de la voiture électrique. Il va de soi que si on doit équiper le consommateur chinois de voitures américaines des années 50, la planète ne va pas aller très loin et
le pic pétrolier va trouver toute sa signification. Mais c'est évidemment hors de question. Donc il faut prendre en compte tous ces éléments et qui peuvent permettre de gérer la rareté de l'énergie, mais y compris, par exemple, de l'eau, qui est aussi un problème très important. Est-ce qu'il y a des questions dans l'autre amphi? Non? Alors allez-y. Une question, vous avez parlé de l'Europe en citant un certain nombre de pays, mais très peu du Royaume-Uni. Pourriez-vous en quelques mots nous donner votre appréciation sur la situation en Grande-Bretagne actuelle et future? Alors la situation du Royaume-Uni, c'était sans doute le pays d'Europe qui était le plus déséquilibré du point de vue de ses structures par le mode de développement des années 2000, puisque il y avait une bulle immobilière énorme et puis une bulle financière monstrueuse. Je rappelle même que le Royaume-Uni a dû nationaliser toutes ses banques, pays soit théoriquement libéral vu de France, mais a nationalisé toutes ses banques sauf HSBC et Barclays. Donc ça montre l'ampleur du problème. Le Royaume-Uni a donc une stratégie qui est une stratégie de rigueur extrême qui, je crois, est en train de fonctionner. Le marché immobilier est stabilisé, les banques sont stabilisées et la croissance repart doucement. Il y a eu un ajustement qui a été extrêmement rapide et violent, mais sans explosion du chômage, ce qui est un bon point. Et vis-à-vis de l'Europe, puisque c'est la deuxième grande question, je crois que les Britanniques feraient évidemment une folie en quittant l'Union européenne, parce que, en fait, 80% de leurs échanges sont faits avec l'Europe. Et la City, ce qui d'ailleurs agace beaucoup certains Français ou certains Allemands, mais la grande place de l'euro et de l'Euroland, c'est la City. Donc, la stratégie britannique, en revanche, qui avait évolué à un moment donné dans le sens d'un rapprochement, s'est remise à diverger. Et donc, la stratégie britannique restera d'être le passager clandestin le plus malin et le plus efficace de l'Europe. Et ça, c'est très clairement ce qui est donc... C'est pour ça qu'ils saccagent toutes les régulations européennes. Ou plus exactement, ils ont toujours une stratégie très fine qui est de dire aux Européens réguler, c'est une très bonne idée, mais avec une clause d'exemption pour le Royaume-Uni. Et donc, rajoutez-en sur les banques, sur vos assurances, sur tout ce que... vous avez carte blanche du moment que ça ne s'applique pas chez nous. Et voilà la stratégie britannique. J'appelle votre attention sur le fait qu'y compris les États-Unis ont pris publiquement position pour dire que la sortie des Britanniques n'aurait pas de sens. Le dernier élément que je dirais là-dessus, parce que ça me permet de traiter la chose, c'est que quand on réfléchit un peu à l'avenir de l'Europe, je pense qu'on va aller vers une Europe à 3 cercles. Premier cercle zone euro, ça c'est clair, et donc c'est pour ça qu'il faut un gouvernement à 17 qui sera vraiment le cœur du système. Ensuite, on aura un deuxième cercle de pays qui ne seront pas zone euro, mais qui graviteront autour et puis des pays qui seront vraiment grands marchés, mais pratiquement uniquement grands marchés. Et ça peut être le cas du Royaume-Uni. Ça peut être une manière de traiter le cas turc, puisque la Turquie, d'un point de vue économique, a tout à fait, ça a tout à fait du sens, également d'un point de vue géopolitique, qu'on les fasse rentrer dedans, mais à l'inverse, les faire rentrer avec la Turquie pouvant intervenir dans l'aspect politique et le cœur de l'union politique, ça évidemment, je pense que c'est un risque qui serait très grand. Mais si, paradoxalement, les Britanniques s'éloignent et ne gardent que le grand marché, ça peut permettre de traiter le cas turc sur le mode de troisième cercle. Peut-être encore une dernière question. Oui, monsieur, on va vous donner un micro. Il semble effectivement admis par beaucoup de gens que l'euro soit surévalué par rapport au dollar. Or, on est dans un système libéral quasiment mondialisé. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler des mécanismes qui empêchent ces ajustements, donc simplement pour le cas euro-dollar? Il y a eu 2 mécanismes qui ont été extrêmement clairs. Le premier, c'est que ça a été la politique conduite par la Fed à partir de 2007-2008, donc la Banque centrale américaine, qui d'abord a fait ce qu'on a appelé les programmes de quantitative easing, donc de création monétaire extrêmement importante, qui ont donc, c'est de la création monétaire, donc de la planche à billets. Donc ça n'a pas créé de l'inflation intérieure, mais ça a créé du dollar partout
et ça l'a dévalué vis-à-vis de l'extérieur. Et le deuxième aspect, c'est que la Fed a été la première aussi à mettre les taux d'intérêt à zéro très vite, parce qu'ils ont très vite fait l'analyse que c'était la seule manière de s'en sortir. Les États-Unis sont depuis 4 ans maintenant en taux zéro, et le Ben Bernanke, qui préside la Banque centrale américaine, a déjà dit que ça durerait au moins jusqu'en 2015 et jusqu'à ce que le taux de chômage soit à 6,5%. Soit dit en passant, c'est une révolution complète dans la politique monétaire, parce que maintenant, c'est plus l'objectif d'inflation, mais c'est le taux de chômage qui devient l'objectif de la politique monétaire, ce qui est sans exemple. Même en 1945, on n'avait pas eu cette idée-là. C'était la politique budgétaire qui s'occupait de la lutte contre le chômage, mais pas la politique monétaire. De l'autre côté, j'avais une banque centrale européenne qui était tenue par des statuts extrêmement rigides, ligotée politiquement par l'Allemagne, et avec refus du quantitative easing jusqu'à Mario Draghi, et des taux d'intérêt qui ont été très clairement, quand on regarde non seulement la réaction à la crise, puisque la BCE a quand même fait 2 erreurs incroyables de politique monétaire en augmentant ses taux à l'été 2008 et puis ensuite en 2011, alors même qu'on avait déjà 4 États en faillite ou en quasi-faillite. Donc les taux d'intérêt de la zone euro sur 10 ans ont été à peu près surévalués de 1% par rapport à l'état de l'économie. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'on a aussi des taux zéro, donc plus un discours qui était extrêmement accommodant, ça explique pourquoi le dollar file, mais avec du coup des réactions extrêmement vigoureuses des pays émergents qui ont bien vu que ça exportait l'inflation chez eux. D'où les mesures prises par le Brésil, des mesures de contrôle des capitaux et des mesures protectrices. D'où également les réactions de la Chine pour dire, écoutez, vous voulez qu'on réévalue notre monnaie, mais regardez comment vous vous conduisez de votre côté. Donc ça a alimenté le climat de guerre des monnaies qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, c'est le Japon, effectivement, qui s'y met. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'Europe s'est posée sur le plan monétaire en îlot de vertu dans un monde de brut, si je puis dire. Et c'est exactement l'erreur qu'on avait faite avec le Blocor dans les années 30. Est-ce qu'il y a encore une question, puisqu'on voudrait libérer... Bon, on peut prendre encore une question, si vous voulez. Oui, on va vous donner un... Oui. On parlait d'énergie, de la puissance de l'énergie pour pouvoir développer le système productif. Je voudrais que l'on parle, si vous voulez, de l'énergie information. Quel crédit accorder aux informations pour l'énergie de la décision et la précision des décisions? Ça, le problème de la qualité de l'information dans un monde aussi ouvert que le nôtre est un énorme problème. De fait, on pourrait réattaquer une conférence pour... ça vous fera un prochain thème, je pense. On va en toucher un mot de la prochaine conférence. Donc, c'est vrai que, de toute manière, l'information, les sources d'information ont toujours eu vocation à être critiquées, parce que cette information, surtout dans des sociétés comme les nôtres, c'est un bien qui est précieux, et donc les acteurs essayent de la manipuler. Les politiques, les États, les entreprises, évidemment. Donc, aujourd'hui, la manière, elle est produite de manière surabondante, et ensuite, ce qu'il faut, c'est regarder. La seule manière de faire, c'est toujours la bonne vieille manière de Max Weber, c'est-à-dire comment critiquer l'information, c'est en multipliant les angles et les points de vue qu'on peut essayer d'arriver à croiser et à se faire son idée. Ce qui est vrai, c'est que Internet a introduit un biais considérable parce que Internet, c'est de l'opinion pure. Donc, dans l'opinion pure, vous avez de l'information exacte, vous avez énormément d'informations qui sont totalement fausses, les unes fausses mais de bonne foi, beaucoup fausses et de mauvaise foi, avec l'idée de faire passer des messages qui sont des messages délibérément biaisés. La seule manière de s'en sortir, c'est toujours cet exercice intellectuel de la raison critique qui est, sur un problème donné, d'accumuler
les points de vue, de les croiser et de les critiquer les uns les autres pour essayer d'aboutir à... Vous s'était rappelé d'ailleurs tout à l'heure très bien, si on prend aujourd'hui les grandes entreprises pétrolières, par exemple, sur la question du peak oil, il est tout à fait exact qu'elles n'ont pas les mêmes points de vue. Il y en a certains qui expliquent qu'il n'y a plus de peak oil, et il y en a d'autres qui se réfèrent encore à cette notion. La vérité absolue n'existe sans doute pas. La vérité, on peut l'approcher par l'exercice de la raison critique. Et ça reste vrai avec Internet comme ça l'était vrai avant. Simplement, l'accès immédiat à l'information est considérablement facilité. Le brouillage de l'information est aussi considérablement augmenté. Autre question, Merci. Oui, je me permets de poser une question. Il y a une formule d'Hubert Védrine que j'apprécie beaucoup qui dit que l'Europe est un peu l'idiot du village global. Et effectivement, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, les Américains jouent sur leur devise, les Chinois aussi. Ils n'ont pas la même exigence vis-à-vis des normes de pollution ou de protection de l'environnement. Et nous avons deux grandes puissances qui sont assez fortement nationalistes. Et nous, en Europe, nous sommes divisés, nous avons perdu confiance dans notre modèle. Quelle est la solution? Ne faudrait-il pas réfléchir, par exemple, à un problème de taxe carbone aux frontières de l'Europe? Même si, évidemment, le protectionnisme n'est pas une solution, mais ne faudrait-il pas réfléchir à un certain nombre de mesures pour que l'Europe devienne une Europe puissance, ou tout du moins une Europe capable de défendre ses intérêts dans la mondialisation? Alors, le premier élément de réponse, c'est vrai que la difficulté première de l'Europe, c'est que c'est un ensemble éclaté à 27 et puis en plus à 17. Donc, et bien demain à 28 et 18. Donc, et avec des intérêts qui sont très divergents, avec une divergence économique qui s'est accumulée entre le Nord et le Sud, et avec, par ailleurs, dans les années récentes, une renationalisation des politiques, et notamment des politiques économiques. Ça se voit très clairement, par exemple, pour le crédit et la finance. Néanmoins, c'est un des domaines où l'Europe arrive à avoir des politiques qui sont à peu près construites. Quand on regarde aujourd'hui le commerce extérieur, l'Europe est à peu près à l'équilibre. Elle est plutôt non, mais d'un point de vue global, ce qui est quand même la chose la plus importante, parce que, à vrai dire, si on regarde la Chine, il y a peut-être les Coréens qui arrivent à avoir des excédents, et les Allemands, oui, parce que les Allemands les approvisionnent en machines-outils. Donc, c'est un des exemples d'excédents. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Le premier élément, comme je vous l'ai dit, qui est très important, c'est que je pense vraiment que la voie du protectionnisme est une mauvaise voie, parce que c'est vrai que si on casse cette mondialisation, on va avoir des conséquences, non seulement si on rentre dans la logique de la guerre commerciale et monétaire, on aura des conséquences très négatives sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Le grand exemple, c'est les années 30. Donc on démarre avec le krach de 29. Dès 30, les États-Unis passent une loi qui s'appelle la loi Taft-Hawley, et ils augmentent de 50% les tarifs sur 90% des produits industriels. Échec de la conférence de Londres en 1933, dévaluation compétitive des États-Unis. Tout le monde fait de la dévaluation compétitive et du protectionnisme. Au total, on a un commerce mondial dans les années 30 qui a diminué des 3/4. Et c'est une des explications, évidemment pas les seules, parce qu'il y a tout ce que vous connaissez par ailleurs, mais c'est une des explications au fait qu'il n'y a pas eu de sortie de crise de cette fameuse grande déflation des années 30. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête avec le protectionnisme, c'est que de toute manière, il appelle toujours des représailles. Donc la plupart des partisans oublient toujours en disant on va se protéger. Oui, mais le fait de se protéger amène toujours la représaille. Pour l'instant, c'est limité, puisque le protectionnisme est passé de 1 à 3% des échanges mondiaux depuis 2007. C'est concentré sur des pays comme la Russie, le Brésil ou l'Argentine. Mais si on regarde notamment les États-Unis et la Chine, qui ont fait quand même plusieurs fois quelques passes d'armes, on voit qu'instantanément, on a des représailles. Donc l'Europe aura des représailles, et à mon sens, l'Europe a beaucoup de choses aussi à exporter. Et c'est ce sur quoi je voudrais insister. Donc je pense qu'en matière de commerce, premièrement,
il y a des normes qu'il faut faire respecter, et évidemment, il y a des principes de réciprocité. Et de fait, si nous regardons l'exemple de la Chine, il n'est pas concevable que de manière durable, des investisseurs, par exemple, étrangers ne puissent pas avoir plus de 50% du capital d'une entreprise, ou ce qui est le cas aussi, par exemple, de pays comme l'Algérie, et qu'à l'inverse, la Chine puisse faire l'acquisition d'entreprises occidentales. On voit d'ailleurs qu'au Canada, en Australie ou aux États-Unis, quand un certain nombre d'entreprises ont été considérées comme sensibles, eh bien, il y a eu un refus, chacun trouvant un mode de défense réglementaire qui permettait d'éviter ces opérations. Donc, de fait, la réciprocité, elle doit jouer sur les biens et les services, elle doit jouer aussi en matière d'investissement. Quand on regarde aujourd'hui les études qui ont été faites par l'OMC, l'Europe, contrairement à ce qui est souvent dit, l'Europe n'est pas une passoire. Il y a pas mal de normes qui existent. Ce qui est vrai, c'est que la division politique face à des géants comme la Chine est un facteur de fragilité permanent, puisque d'abord pour les Chinois, la faiblesse des institutions européennes et de la Commission d'aujourd'hui fait que pour eux, l'Union européenne n'existe pas. Et donc, ils jouent ensuite les uns contre les autres. Donc, pour eux, l'Europe, c'est l'Allemagne au premier chef, le Royaume-Uni en dehors de la zone euro, et puis le reste, évidemment, ils jouent les faibles contre les forts et inversement. Donc, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est pour vous dire on parlait des atouts français, mais l'Europe, elle a aussi des atouts. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est souvent considérée, quand on se promène dans le monde, comme un continent décadent et pratiquement sorti de l'histoire, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il reste un capital humain formidable, il y a des universités, il y a de l'épargne, il y a quand même, il y a vraiment de l'excellence. Les pays émergents, de leur côté, ont des difficultés qui sont tout à fait sérieuses. Quand on regarde la Chine, par exemple, elle est dans ce qu'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire, prenons le plan chinois qui est raisonnable, qui est de dire on veut monter en gamme, mais pour monter en gamme, il faut faire de l'innovation. C'est vrai que tant que vous êtes dans le pillage technologique, le fait de ne pas avoir d'état de droit et de refuser la propriété intellectuelle ou industrielle, c'est évidemment la bonne solution. Mais à l'inverse, si vous voulez commencer à faire du développement endogène, si vous voulez réfléchir, innover, par définition, personne ne va faire ça dans un endroit où et l'investisseur et le chercheur n'auront aucune protection de ce que l'un aura financé, de ce que l'autre aura trouvé. Donc ça veut dire que les Chinois devront bouger sur l'état de droit, et sur les droits de propriété, et notamment de propriété intellectuelle, et sur la manière de les protéger s'ils veulent arriver à faire leur montée en gamme. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer et qui font qu'à mon sens, l'Occident n'est absolument pas condamné à la condition d'arriver à faire bouger des modèles. Mais normalement, c'est la supériorité des démocraties. C'est vrai que face aux grandes crises ou aux grandes guerres, souvent les démocraties entrent avec retard, qu'elles ont du mal, dans un premier temps, à s'adapter. Il est vrai qu'ensuite, quand on commence à s'adapter, c'est ce que nous ont montré quand même des pays comme l'Allemagne ou l'Italie, la force de l'engagement des citoyens par rapport à des pays où où on le fait par la contrainte, ça c'est une dynamique qui est remarquable. Observez d'ailleurs ce qui a été dit dans les journaux récemment, c'est-à-dire que les riches chinois placent leur argent hors de Chine. Ils mettent leurs enfants dans cette institution et dans un certain nombre d'autres aux États-Unis mais aussi pour qu'ils puissent construire leur vie en dehors de Chine si besoin. Donc ça montre que la défiance ou le doute n'est pas le monopole de l'Occident aujourd'hui. Et je finirai simplement en vous rappelant le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est le grand siècle français, beaucoup plus que, à mon avis, Louis XIV. Mais c'est surtout une période clé parce que, normalement, l'Europe n'a aucune raison d'inventer la démocratie et le capitalisme, ce qu'elle va faire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est un continent qui est divisé, attardé, technologiquement très loin derrière la Chine ou le monde arabe,
intellectuellement aussi. Et puis, il se trouve que le mélange d'unité culturelle avec l'Église, mais de rivalité des États-nations qui sont en train de monter, plus la redécouverte de l'héritage de l'Antiquité, plus un certain nombre de révolutions technologiques, tout ceci va finir par produire un continent qui, en 1900, contrôlera 70% des terres émergées et de la population, ce qui n'était d'ailleurs pas forcément une excellente chose. Donc, c'est vous dire que les choses ne sont pas écrites, qu'il n'y a pas de déterminisme dans l'histoire, qu'il n'y a que la volonté, la qualité des hommes, leur imagination, leur volonté, leur courage. Si nous savons retrouver ces qualités, eh bien, et pour l'Europe et pour la France, on peut toujours et beaucoup espérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.